cet atelier sur la gestion du stress. Alors, ça va être réalisé par Michel Nicolas, qui est professeur des universités à l'Université de Bourgogne. Alors, ces thématiques de recherche, c'est surtout sur les processus d'adaptation psychologique dans les situations contraignantes. Alors, dans les situations contraignantes, ça peut être aussi enfin, que ce soit les sportifs, les pompiers, les gendarmes, les situations extrêmes également. Et donc, quand on parle d'adaptation psychologique, on parle aussi de gestion du stress. Et donc, ça va être l'objet de son atelier. Je te laisse la parole. Merci Guillaume. Et merci d'être resté jusqu'au bout. C'est bien. C'est un atelier, donc ça va être quelque chose de pratique. Et je vais vous solliciter pour faire quelques exercices et la mise en application de quelques techniques de préparation mentale dont on parle beaucoup et qu'on va essayer d'illustrer concrètement et même de pratiquer, d'expérimenter ensemble sur en tout cas une des techniques qui est possible dans le cadre de la gestion du stress. Alors pourquoi le stress? Alors je vais aller assez vite, je ne vais pas passer toutes les diapos puisque le temps il est un peu compté pour avoir le temps de faire les exercices dont je vous parle. C'est dans ce sens-là. Alors pourquoi le stress? Parce que le stress est une des demandes principales que peut avoir un psychologue, pas seulement dans le sport d'ailleurs, puisqu'on a vraiment dans tous les domaines, et je pense que vous avez été sollicité pour les praticiens psychologues à ce niveau-là, parce que c'est vraiment certainement une des problématiques les plus communes que l'on peut rencontrer, et notamment en sport. Et pas qu'avec le sport de haut niveau, on parle beaucoup de sport de haut niveau, mais ça peut concerner aussi des athlètes qui ne sont pas forcément élites. Alors la première chose qui est intéressante quand on veut travailler sur le stress, et c'est un des principes d'intervention que nous mettons en place, alors je parle au nous puisqu'on travaille avec Guillaume et puis Damien aussi, où on essaie d'évaluer les effets des pratiques que l'on met en place, des interventions et notamment des techniques. La première chose que l'on essaie de faire avec le stress, et sur ce concept-là, comme sur d'autres concepts comme la gestion des émotions et tout ça, c'est dans un premier temps d'éduquer, de faire comprendre quelle est la problématique que concerne le stress ou les émotions, la régulation des émotions, etc. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on veut mettre en place quelque chose, on essaie de travailler sur la conception qu'ont les athlètes, en l'occurrence, puisque là on est en sport, du stress. Qu'est-ce que ça veut dire le stress pour eux? Quelle conception, quelle représentation ils ont du stress? Et là maintenant, c'est modélisé sous la forme du mindset, c'est-à-dire la conception qu'on peut avoir là-dessus. Et on travaille dans un premier temps en psychoéducation, en éducation thérapeutique, dirait d'autres praticiens, pour partir de leur représentation et de voir finalement comment ils arrivent à concevoir ce stress-là. Et non pas de faire un cours magistral pour leur expliquer ce que c'est, mais de partir de leur représentation pour renforcer leurs connaissances et peut-être développer des points de vue qui sont moins fondés. Donc là, on a un petit questionnaire que l'on fait passer, par exemple, en début de formation. C'est une formation qui est mise en place au sein de la FFPP, donc la Fédé qui participe à l'organisation de ces journées-là. Et on fait passer ce questionnaire-là dans un premier temps, avec les questions qui sont notées en bas pour essayer de comprendre pour eux comment ils conçoivent le stress. Est-ce que le stress est quelque chose de plutôt négatif qui peut perturber ma performance et mon bien-être, en gros? Et ensuite, on ouvre une discussion sur les représentations qu'ils ont. Et à partir de cet échange-là, ensuite, après, donc avec la conception qu'ils peuvent avoir du stress, donc là, quand il y a quelqu'un qui vient dans cet état-là, je ne suis pas sûr que la préparation psychologique puisse suffire. En fait, je pense que c'est une photo que j'ai prise, mais c'est un plongeur, un plongeon artistique qui fait cette tête-là. C'est pas forcément du stress, ou alors là, c'est vraiment un stress très, très important, là, quand même. Donc, on pose la question, qu'est-ce que c'est que le stress? C'est sous la forme d'un petit séminaire, on discute entre nous pour voir ce qui est fondé, ce qui est moins fondé, et puis essayer de travailler pour bien comprendre les mécanismes du stress avant d'intervenir dessus. Quand on comprend mieux la problématique, on est plus à même de pouvoir après proposer des interventions et notamment des techniques, puisque l'application technique n'est pas la seule chose qui est intéressante quand on veut mettre ça en place. On a vu différentes interventions, il y a du suivi psychologique, du bilan psychologique, de la préparation mentale, etc. Donc il y a tout un arsenal qui est à la disposition du psychologue qui va intervenir dans ce milieu-là. Mais ce qui est très intéressant dans un premier temps, c'est bien de travailler, de leur faire comprendre la problématique qu'ils rencontrent. Donc qu'est-ce que c'est que le stress? Et donc après de partir sur le modèle, puisque toute pratique, toute bonne pratique s'étaye sur un modèle scientifique. Donc là, c'est le modèle scientifique du stress de Lazarus qui est toujours valable. Et donc de faire prendre conscience qu'en fin de compte, le stress, c'est surtout la conception que je peux avoir, moi, de mes deux évaluations, de mes deux interprétations. D'une part, de la demande de l'environnement, par exemple la compétition sportive,
qui est ici, donc avec le stress perçu, et d'autre part, des ressources que j'estime pouvoir mettre en face pour me confronter ou pas à la situation. Si j'estime que la situation n'est pas trop stressante et puis que j'ai les ressources de pouvoir y faire face, il y a un équilibre entre les deux. Et là, je ne rentre pas dans un processus de stress. Même si c'est une compétition, si c'est un examen, si c'est un concours, si c'est une prise de parole en public, il n'y a pas forcément systématiquement du stress. En revanche, dans cette conception du modèle psychologique du stress de Lazarus, si le stress perçu est important, par exemple, j'ai l'impression que cette compétition est très importante pour gagner mon poste, ma place, la qualification, etc., comme nous ont parlé les autres collègues précédemment, et que j'estime que j'ai peu de ressources pour pouvoir m'y confronter, qu'il y a un déséquilibre entre les deux, là, je vais rentrer dans un processus de stress. Donc ça, c'est ce que nous explique ce modèle psychologique. Donc, toute bonne pratique s'étaye sur un cadre théorique et méthodologique qui est validé, c'est le cas. Et ce modèle-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on retrouve ici ces évaluations cognitives primaires et secondaires, le stress et le contrôle perçu. S'il y a un déséquilibre, après, je vais devoir me confronter à la situation, mettre en place des stratégies de faire face à cette situation de stress. En gros, plutôt d'approche, je me confronte, ou plutôt d'évitement, j'évite de me confronter. Et si ces stratégies sont évaluées comme étant efficaces ou pas par la réévaluation cognitive, et si ce n'est pas le cas, ben, je reste après dans cette boucle de stress. Et là, le stress peut devenir délétère à partir du moment où il y a une répétition chronique qui va épuiser les ressources de l'organisme et qui va donc ensuite engendrer des conséquences qui peuvent être néfastes, non seulement pour la performance, mais aussi le bien-être. Donc, cette conception-là nous dit quoi du stress? Finalement, là, c'est un petit rappel sur ce qu'on essaie de dégager lorsqu'on fait ces interactions et cette forme de pédagogie inversée pour partir des représentations des athlètes. C'est que finalement, le stress n'est pas mauvais en soi, donc tout le monde le sait, il y a un stress qui peut être positif, mais surtout, la conception première, c'est que de ressentir du stress n'est pas quelque chose de négatif en soi, puisque le stress n'est pas forcément négatif, il peut être positif, mais est surtout nécessaire, parce que la fonction première du stress, comme cette citation de Sellier, qui est le premier à avoir conçu ce stress d'une manière un peu plus biologique, lui, c'est que le stress permet de mobiliser les ressources de l'organisme pour mieux se confronter à la situation. C'est ça l'intérêt. Donc la première chose que l'on essaie de travailler avec eux, c'est de leur faire comprendre que enfin, tu n'es pas un sujet défaillant parce que tu as des réactions de stress, tu connais ces réponses de stress-là. C'est tout à fait normal. C'est juste après la question de savoir comment je vais pouvoir gérer ce stress-là pour mieux me confronter à cette situation. Donc non seulement le stress, c'est normal, mais c'est même nécessaire parce qu'il me permet de mobiliser mes ressources pour pouvoir mieux faire face à la situation et peut-être m'adapter à celle-ci. Donc c'est ça la fonction première du stress, c'est sur ces variables-là qu'on essaie de travailler. Et puis surtout, sur les deux derniers points ici, c'est que finalement, ce stress et cette gestion du stress, ces compétences psychologiques du stress, sont des choses que l'on peut entraîner. On peut développer ces compétences psychologiques, c'est l'objectif de la préparation mentale, notamment à l'aide des techniques, pour leur permettre de mieux se confronter à la situation, d'augmenter leur répertoire de coping, de faire face au stress pour mieux pouvoir se confronter et s'adapter et peut-être atteindre leurs objectifs. C'est ça le premier temps quand on veut faire une intervention donc en préparation psychologique sur la gestion du stress. Et donc le stress, on voit que c'est quelque chose qui est interdisciplinaire et multidimensionnel, qui est à la fois donc somatique, cognitif et aussi avec une dimension sociale. Et ça va nous inciter, nous, dans cette définition plus récente qui a été donnée, donc à la fois des dimensions biologiques, psychologiques et sociales, d'utiliser donc une approche intégrative, c'est-à-dire différentes techniques, une fois que l'on a encore une fois travaillé sur les conceptions et permis à la personne de mieux comprendre les mécanismes, et surtout, ce que j'ai oublié de vous préciser, de lui faire prendre conscience de son mode de fonctionnement face au stress. Quelles sont les stratégies de coping, de faire face qu'il met en place? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens comme émotion? Quelles sont les sensations au niveau du corps? Etc., etc., pour lui faire prendre conscience de son mode de fonctionnement quand il est face à une situation de stress. Donc ça, c'est vraiment la fameuse connais-toi toi-même, donc la connaissance qui lui permet de voir que le stress, c'est pas forcément négatif, de ce qu'il met en place, renforcer ce qu'il estime fonctionner et peut-être compléter ou voire modifier des stratégies qui lui semblent moins efficaces. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait cette première étape, on peut travailler ensuite, utiliser ces techniques qui n'ont d'intérêt que si elles ont du sens. Je vais y revenir pour la personne. Donc là, on a vu qu'il y avait différentes dimensions.
donc des dimensions plutôt corporelles somatiques, où on va utiliser des techniques qui sont plus liées à des techniques psychocorporelles comme la relaxation, respiration, que je vais vous proposer de travailler ensemble. Tout ce qui est un peu plus cognitif, qui se passe dans la tête sur les représentations, les conceptions, les évaluations cognitives que je peux avoir de la situation, comme on l'a vu avec le modèle psychologique du stress de Lazarus. Et puis ensuite, après, toute cette dimension sociale, interpersonnelle, donc dans les relations que je peux avoir avec les autres. Donc sur ces trois dimensions, en fonction du type de stress que peut rencontrer la personne, et puis de la problématique et de l'angle de travail que l'on peut avoir avec lui, on va s'orienter plutôt vers certaines techniques plutôt que d'autres. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. La gestion du stress, ça veut dire que dans ce modèle de stress, on revient toujours sur le modèle de Lazarus, c'est que la gestion du stress, c'est que soit on n'en a pas assez ici, le stress est insuffisant, et on voit alors ici, c'est les niveaux de stress, hein, plus on y va, plus on en a. Et ici, ce sont les niveaux de performance. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mobilisation des ressources, comme on disait, fait qu'il faut un certain niveau de stress, donc un niveau qui est vraiment très individuel hein, et qui dépend de chacune des personnes, pour être dans cette fameuse zone de performance et avoir et optimiser la performance, comme ça a été signalé par les autres collègues qui nous ont parlé d'optimisation de la performance. Donc ça veut dire que si on n'a pas assez de stress, on ne mobilise pas suffisamment nos ressources pour pouvoir utiliser tout le potentiel que nous avons. Si on en a trop, au contraire, ben, ça peut être quelque chose de délétère hein, qui peut perturber notre confrontation à cette situation. Donc le but, c'est d'être dans cette zone, dans la zone de performance. Hein. Donc on entend beaucoup de sportifs hein, qui disent et qui expliquent ça comme ça. Je suis dans ma zone, hein, c'est-à-dire vraiment dans le niveau de stress qui me permet de pouvoir optimiser l'utilisation de mes ressources pour mieux me confronter à la situation. D'accord? Donc le but premier, c'est surtout pas d'annuler, quand on parle de gestion du stress, d'annuler le stress parce que c'est quelque chose qui peut être nécessaire dans un certain seuil et qui permet de pouvoir justement mieux se confronter à la situation et favoriser l'adaptation, comme nous disait Guillaume tout à l'heure. Donc, rapidement, une fois cette petite préambule fait, il y a différentes techniques, alors on ne va pas toutes les évoquer ici, que l'on peut utiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser la respiration, l'imagerie, le discours interne. J'en oublie, hein, il y en a beaucoup d'autres ici qu'on ne va pas citer. Mais vous voyez, on peut l'utiliser d'une manière à faire de la respiration plutôt calmante ou au contraire une respiration plutôt dynamisante, de l'imagerie plutôt calmante ou dynamisante. Un discours interne qui va dans le même sens. Je peux travailler aussi sur différentes techniques comme ça qui vont me servir justement à pouvoir me situer dans ma zone en fonction de mon état psychologique que j'ai évalué. C'est ça la gestion du stress. C'est de pouvoir se situer, encore une fois, soit je dynamise si je suis dans un hypostress, soit je calme si je suis dans un hyperstress, pour être dans ma zone de performance. C'est ça l'idée quand on veut travailler avec ça, mais certainement pas d'annuler tous les niveaux de stress. Et donc, pourquoi là, on va travailler la respiration? C'est ce que je vais vous proposer de faire ensemble. Hein, je vous ai dit, on va faire un peu de pratique pour voir très concrètement hein, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, hein, parmi toutes celles qu'on peut mettre en place, en tout cas nous, comme ici dans un amphi. La respiration a ça d'intéressant, c'est qu'elle est gérée par deux systèmes nerveux, le système nerveux moteur, volontaire. Si je prends une respiration complète, ben là, c'est le système nerveux moteur hein, qui fait ça. Mais là, en ce moment, vous êtes en train de respirer, je vous assure. Et ça, c'est le système nerveux autonome, système nerveux qui, lui, est involontaire. Et la respiration et cette fonction qui est très intéressante, c'est que c'est une des très rares à être à la croisée de ces deux systèmes nerveux. Donc ça veut dire que si je joue volontairement par mon système nerveux moteur sur ma respiration, je vais toucher toutes les autres fonctions biologiques physiologiques qui sont gérées par le système nerveux autonome, involontaire. Et donc ça va me permettre de pouvoir jouer sur le système nerveux autonome et donc les deux branches de ce système nerveux, donc un tout petit peu de physio, parce que finalement, bon, c'est des techniques psychophysiologiques hein, qui sont utilisées par d'autres personnes que les psychos, mais finalement, là, on a une approche qui est assez commune par rapport à ça. C'est que soit je veux stimuler le système nerveux sympathique quand je veux justement dynamiser, ou soit je stimule le système nerveux, la branche parasympathique du système nerveux autonome quand je veux au contraire calmer. Donc, par le type de respiration que je vais faire, je vais soit stimuler, soit calmer, et ça va jouer ensuite après sur toutes les autres fonctions du système, enfin, toutes les autres fonctions physiologiques qui rentrent dans ce système-là, avec le cerveau, le cœur, la respiration, la pression artérielle, le métabolisme, la digestion, etc.
Là-dessus, il y a une littérature scientifique qui est incroyable, validée depuis des années, pas seulement en psycho, hein, beaucoup en physiologie, en médecine, hein, qui montre l'intérêt de ces différents types de techniques. Alors pour nous, respiration, mais il y en a bien d'autres aussi qu'on n'aura pas le temps d'aborder, mais qui montrent l'intérêt justement de pouvoir essayer justement de pouvoir réguler son stress en utilisant ces techniques. Alors là, j'enchaîne pour qu'on ait le temps de faire les pratiques. Ce qu'on va illustrer, dans tout l'arsenal qui est disponible à toutes les techniques dans la caisse à outils des praticiens, psychologues notamment, c'est deux types de techniques de respiration qu'on a tendance à opposer, donc vous avez certainement entendu parler, mais il y a les partisans de l'une et les partisans de l'autre, voire c'est l'une au détriment de l'autre. Et c'est ça qui est dommageable, je trouve. Ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir une approche intégrative. Et l'objectif des exercices que l'on va faire, et je vais vous demander à la fin, c'est finalement de permettre, pour qu'une technique soit efficace, il faut qu'elle corresponde non seulement aux besoins qu'on doit identifier dans l'évaluation initiale avant de mettre un dispositif en place, mais aux caractéristiques du pratiquant. Ça veut dire qu'il y a certaines techniques qui vont mieux convenir à certaines personnes et d'autres techniques qui vont mieux convenir à d'autres. C'est tous comme ça et on va faire l'expérience justement après les exercices que l'on va faire et de voir qui préfère une technique plutôt qu'une autre. On va illustrer ça donc avec la respiration, puisque c'est la base des techniques de base. En gros, hein, on la retrouve dans la relaxation. Quand on va faire de l'imagerie, on fait une respi avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose que l'on voit partout, puis qui est ancestral, hein. Le yoga a fait bien des choses avant nous, avant que nous, on arrive et qu'on valide ça de manière un peu plus scientifique avec des protocoles empiriques. Mais c'est des choses qui sont vraiment, vraiment pas nouvelles. Deux types de respiration pour illustrer mes propos, la respiration dite contrôlée et la respiration dite non contrôlée. La contrôlée, donc là, ça veut dire que c'est le premier exercice que l'on va faire. On va contrôler notre fréquence ventilatoire, notre temps d'inspiration et notre temps d'expiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Tout le monde en a entendu, enfin, beaucoup en ont entendu parler. C'est quelque chose qui est très utilisé, pas que dans le sport, hein, dans beaucoup, beaucoup de disciplines. Et on va utiliser une autre technique dite non contrôlée ou respiration d'équilibre, plus s'appuyant sur la pleine conscience et la mindfulness, c'est-à-dire que là, on va juste observer sa respiration, simplement. Et donc, il y a les partisans de l'une, il y a les partisans de l'autre. Moi, c'était le cas hein, aussi avant que j'essaie vraiment les deux. J'avais mon idée, mes préconçus, mon interprétation. Là aussi, j'avais mon mindset, hein, mes conceptions sur certaines techniques. Et puis, je me suis aperçu en faisant ce travail-là, même en amphi, hein, avec des étudiants, quand on fait ces exercices que l'on va faire nous, qu'il y en a qui préfèrent certaines techniques et puis d'autres une autre. Même si moi, je pensais que dans le milieu du sport, où nous, on aime bien contrôler, on aime bien avoir la maîtrise, on aime bien avoir ce genre de choses-là, que des techniques dites non contrôlées ben, pouvaient convenir aussi, malgré ce que je pouvais penser. Donc la conception parfois des praticiens, elle peut un peu entraver ces pratiques. Donc ce que je vous propose, la première chose, ce qui est intéressant, c'est de faire de la respiration dite complète dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'exercice complètement là, mais quand on va faire ces exercices-là, bien respirer, c'est mobiliser les trois étages ventilatoires, c'est-à-dire ventral, ventre, thoracique, poitrine et scapulaire, les épaules. Ça, c'est la respiration haute forcée. Donc là, on est vraiment dans le système nerveux moteur. Et ensuite, on expire en sens inverse, épaules, thoracique et ventrale. Donc on essaie de mobiliser l'ensemble de l'amplitude ventilatoire pour faire une respiration complète et donc bien oxygénée et avoir après tous les bénéfices de ce type d'exercice. Donc ça, c'est la première base. Et on va faire la première expérience, nous, ensemble, sur la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est que justement de trouver le point d'équilibre entre le système sympathique qui, lui, a tendance à accélérer et le parasympathique qui, lui, a tendance à calmer. Et là, vous avez donc, alors là, parmi toutes les études qu'il peut y avoir, on peut sortir ces schémas-là. En pointillé rouge vertical, là, la pratique que l'on va faire donc de cohérence cardiaque. Et donc, on voit avant la respiration hein, qui est assez irrégulière. Et donc, après la pratique de cohérence cardiaque, on voit que c'est quelque chose où, à la fois dans l'amplitude et dans la fréquence, qui commence à devenir beaucoup plus cohérent, d'où le terme de cohérence cardiaque. Donc, le fait de faire un exercice de respiration va pouvoir ensuite jouer également sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc là, on a avant, on voit que c'est assez irrégulier, incohérent. Et on voit ensuite, après l'exercice de respiration, comment ça va jouer sur la variabilité de la fréquence cardiaque qu'on ne peut pas contrôler volontairement. Encore une fois, l'intérêt de cette technique, de cette fonction respiratoire. Et ça va jouer aussi
là où on voit, c'est vraiment stochastique, hein, c'est vraiment très, très irrégulier, sur la pression artérielle, avant et après. Et je ne vous ai pas mis des schémas parce qu'on n'a pas trop le temps de développer ici. Ça va jouer aussi sur nos états psychologiques. Et on peut le voir d'ailleurs aussi sur les émotions, notamment la régulation émotionnelle, qui inclut notamment la gestion du stress, que ça va aussi réguler nos émotions. Ça participe activement à ça lorsqu'on le fait, alors pas en une seule fois comme on va faire nous, hein, où là on va juste faire une petite expérimentation, mais lorsqu'on fait une formation vraiment intégrée donc, dans un dispositif qui permet notamment de, par exemple, gérer le stress si c'est la problématique qui est mise en avant. Et donc, ce que je vous propose tout de suite, dans le temps que nous avons, c'est de faire cette petite expérience-là et de faire un exercice de cohérence cardiaque où vous allez avoir un curseur qui va monter. J'inspire pendant que ça monte, j'expire pendant que ça descend. L'exercice va durer 5 minutes et donc d'essayer de respecter cette fréquence-là pendant 5 minutes. On y va? On fait. Je vous propose donc de bien vous installer, décroiser les jambes, les cuisses sur le siège, dos sur dossier, tête bien droite, les mains, voilà, des bras décroisés en tout cas, pour que ça circule un petit peu mieux. Comment? Ah non, 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 scannez pas ça, hein. Ça c'est de la pub, c'est un groupe pharmaceutique, c'est n'importe. Enfin, c'est. Moi, ça me permet d'utiliser ça même quand je suis pas connecté, c'est ça le truc. Sinon, il faut être en connecté. Quand on est au bord d'un bassin, d'un terrain ou là, je travaille dans les stations polaires, comme disant, les situations extrêmes ou même spatiales, avec le médecin Thomas Pesquet, par exemple, où on fait ces techniques-là ont été inventées par un physiologiste russe qui travaillait sur la gestion du stress quand ils étaient à bord du Spoutnik. C'est là les premiers travaux. Ils se sont rendus compte que ça permettait de gérer le stress à distance. Après, là, on parle des années 70, mais ça a été travaillé, développé et utilisé avec des populations patho, non patho, enfin, tout le monde maintenant. Donc ça, c'est pas intéressant. Ben là, je vais vous le mettre. Donc, tout le monde est bien installé. En plus, on a des sièges confortables, hein. On est dans un super amphi, hein. On est bien accueillis. Merci aux organisateurs. Quand on est bien installé comme ça, donc jambes décroisées, bras décroisés, bien droit comme ça, vous pouvez fermer les yeux. Ah non, pas fermer les yeux, il va falloir suivre le curseur. N'importe quoi, ce praticien. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de bien suivre quand ça monte, j'inspire, quand ça descend, j'expire. Et c'est vraiment la consigne aussi complémentaire, hein, qu'on peut ajouter, c'est de bien vous centrer sur vos sensations respiratoires. Simplement sentir tous vos signaux corporels. Le ventre qui gonfle, les épaules qui montent, les côtes qui s'écartent, etc. Et bien rester centré sur vos sensations corporelles pendant toute la durée de l'exercice. Ça marche? Vous êtes prêts? Ouais, parce que je vous sens un petit peu stressé quand même. Non, 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 c'est pas le but, hein. Alors, j'ai testé, oui, voilà. Donc là, c'est un groupe pharmaceutique, on s'en fout. Voir les consignes, je vous laisse rentrer dans votre pratique.
Voilà, le premier exercice. Vous avez pu le faire? Il n'y a pas eu de gêne, de compression, rien de douloureux pour personne? Normalement, il n'y a pas de contre-indication pour ces exercices-là. Comment vous vous sentez actuellement? Ça détend plutôt? Ça va? Alors, c'est contraignant de suivre le... Hum, d'autres retours sur votre vécu, ce qui vous a intéressé un petit peu moins? Ok, voilà. Alors là, on le fait, on a un signal visuel, mais on peut le faire avec les applis dont je vais vous parler juste après, puisque ce sont des exercices que vous avez en ligne sur des applications qui sont gratuites pour ceux qui veulent continuer à jouer avec ça, puisque c'est voilà, c'est au-delà de la cohérence cardiaque. Et vous avez, alors c'est par exemple, on parlait des techniques, des difficultés, de l'anxiété précompétitive que l'on peut rencontrer la veille d'un match ou d'un combat, enfin d'une compétition. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cette cohérence cardiaque aussi pour s'endormir et l'introduire dans les routines d'endormissement. Et là, vous avez des applis où c'est un vibreur. Quand ça vibre, j'inspire. Quand ça vibre, j'expire. Généralement, les retours qu'il y a avec les athlètes, c'est qu'ils finissent pas les 5 minutes et ils arrivent à pouvoir dormir aussi. Alors après, il y a aussi un travail qu'on fait aussi au niveau des cognitions, des pensées, etc. Mais c'est des choses qu'on peut faire sans signaux visuels aussi, hein, parce qu'effectivement, comme vous dites, ça peut être un peu contraignant, et puis c'est vraiment sur une fréquence hein, qui est vraiment calée. Donc ça, c'est vraiment une des premières techniques qu'on peut utiliser en respiration sur dite contrôlée. Petit débrief là-dessus. Donc c'est une des techniques de respiration. Il en existe de multiples. Il y a très peu de contre-indications pour celle-ci à partir du moment où il n'y a pas de blocage inspiratoire ou expiratoire. Où là, ça peut créer des malaises vagos, ça peut vraiment justement perturber un petit peu le système nerveux autonome. Mais si on ne fait pas ce genre de techniques-là, qui peuvent être très très poussées, hein, les techniques de respiration, il en existe vraiment de multiples, il y a très peu de contre-indications et on peut le faire plutôt facilement. On peut le faire un peu plus longtemps, 10 minutes, et puis ensuite, après, il y a des revues de littérature plutôt récentes avec McCarthy qui a travaillé là-dessus. C'est plutôt un physiologiste, lui, et qui montre vraiment des résultats très significatifs. Alors, au bout de 15 jours, on arrive à détecter certaines choses si on le fait régulièrement, mais au bout d'un mois, il y a vraiment des choses que l'on peut observer qui sont vraiment à la fois au niveau physiologique et psychologique vraiment très, très intéressantes. On peut individualiser aussi la fréquence d'inspi et d'expi, hein. C'est quelque chose qui est propre à chacun et que l'on peut travailler justement avec un biofeedback où on peut régler précisément pour pouvoir rentrer dans la fréquence à 0,1 Hz. C'est ça qui nous intéresse. Et donc individualiser ces techniques-là. Mais 5,5, ça convient vraiment à l'ensemble de la population. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis ensuite, après, on peut coupler ça avec d'autres techniques dans une approche plus intégrative, avec de l'imagerie, par exemple, pour pouvoir ensuite, après, se mettre, par exemple, dans la compétition qu'on va faire le lendemain, ou l'épreuve, ou l'examen, le concours, la soutenance orale, si on travaille ça avec des étudiants, puisque ça concerne, encore une fois, tout type de population. Et puis ensuite, après, alors ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux sportifs quand on a l'équipement, c'est d'utiliser du biofeedback hein, qui permet de voir vraiment dans la filière dans laquelle on se trouve et d'avoir des retours précis par rapport au travail que l'on est en train de faire. Donc ça, c'est la première technique que je voulais voir avec vous. J'enchaîne assez rapidement, trop rapidement certainement, mais pour illustrer donc les différentes techniques que l'on peut faire avec deux approches que l'on a tendance à opposer avec l'approche contrôlée que l'on vient de voir, où je contrôle mon temps d'inspi et mon temps d'expi, il y a une approche que l'on oppose, hein, qui est dite l'approche non contrôlée ou respiration libre, où là, l'exercice que nous allons faire, c'est simplement observer sa respiration spontanée et naturelle. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on qualifie de pleine conscience ou de mindfulness. C'est une des techniques de cette approche-là qui s'appuie sur Kabat-Zinn, donc lui qui a travaillé au MIT et qui a travaillé depuis pas mal de temps là-dessus, où là, ça s'inspire vraiment la technique de base, c'est vraiment la méditation. C'est vraiment se centrer sur soi, ici et maintenant, et être pleinement présent dans l'instant. C'est ça le principe de ces techniques-là. Donc on est vraiment opposé à quelque chose où on fixe, comme on disait, qui peut être un peu contraignant, et de contrôler la fréquence. Donc là, on ne contrôle rien du tout. On n'a même pas de but.
Hein, le but, c'est presque pratiquement de ne pas avoir de but. C'est-à-dire que les grands principes, alors ça s'inscrit aussi dans tout ce qui est technique d'acceptation et d'engagement, l'acte en anglais, qui sont une approche assez contemporaine, hein, qui se développe énormément, hein, d'ailleurs, qui est en plein essor dans le monde de l'entreprise, dans le sportif, enfin, chaque fois qu'il y a des objectifs à essayer d'atteindre. Et on peut résumer les principes fondamentaux à quatre principaux, c'est d'être pleinement présent ici et maintenant. C'est-à-dire quand vous allez faire l'exercice de respiration que l'on va refaire là, c'est simplement de, si vous avez une pensée qui émerge, de la laisser filer, de ne pas y prêter attention, mais surtout de ne pas y résister. Donc ça va un peu à l'encontre des techniques cognitives de restructuration cognitive où je repousse certaines pensées dites dysfonctionnelles pour avoir des pensées plus fonctionnelles, que je vais réussir ma compète, etc. Là, simplement, non. Je la vois, je la laisse filer, je n'y prête pas attention. Mais comme le mental, comme la nature a horreur du vide, je vais recentrer mon attention sur mes signaux corporels, ici la respiration. Et donc, ça amène justement à se couper de ce manège mental qui nous bouffe énormément d'énergie, de pensée, qui est toujours à l'œuvre sur ce que j'ai pas fait, j'aurais dû, etc., pour se centrer vraiment sur nos sensations corporelles. Et s'il y a une recette ou quelque chose d'un peu miraculeux, il paraît qu'il pourrait y en avoir, c'est ça. C'est justement simplement de se faire cette diffusion, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport à ses pensées ou ses émotions, par rapport à toutes ces cognitions, pour pouvoir être pleinement présent dans l'instant et de ne pas avoir d'objectif. C'est-à-dire le but, c'est pas de se relaxer, c'est pas de se détendre, c'est simplement d'être présent. Donc ça, c'est une approche qui est vraiment très, très différente, hein, de ce que l'on peut avoir, nous, ce qu'on peut avoir vu avec l'autre technique, et puis aussi par rapport à nos esprits occidentaux, on est toujours dans une atteinte d'objectifs, de performance, de ce genre de choses-là. Et moi, ça m'étonnait un petit peu, j'étais un petit peu réfractaire par rapport à ce genre de choses, avant que je fasse des stages, puisque je vois un peu l'intérêt que ça pouvait avoir. Donc c'est encore une fois les représentations, hein, qu'on peut avoir sur certaines techniques avant de les avoir pratiquées, d'où l'intérêt, et c'est un petit peu à la conclusion, là je saute jusqu'à la conclusion, de laisser aux personnes expérimenter, accompagner dans un premier temps et ensuite de le laisser faire individualiser à l'aide, par exemple, des applis qu'on peut trouver très facilement, pour ensuite choisir la technique qui leur convient le mieux et les intégrer dans leur routine pour pouvoir mieux se confronter aux différentes situations stressantes. C'est ça l'idée. Je reviens sur cette approche non contrôlée. Donc là, l'objectif, j'enchaîne tout de suite pour qu'on ait le temps. Si vous voulez, c'est ça, c'est l'exercice. Oui, voilà. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est un deuxième petit exercice. Puis là, vous allez être complètement déstressé pour la suite de votre week-end et passer une excellente soirée. Pareil, on s'installe, on décroise les jambes, les bras. Tu viens. Et une fois que vous êtes bien installé, on fait 3 respirations complètes pour bien se poser, s'installer en soi. Peut-être corriger votre posture pour être à l'aise. Et une fois que vous avez ces exercices de respiration complète, c'est simplement laisser votre respiration devenir naturelle, spontanée, et simplement l'observer, l'accompagner, l'accueillir. Vous pouvez là, cette fois, fermer les yeux, si vous le souhaitez, et juste observer, être présent à vous, à votre respiration. Et si une pensée émerge, c'est normal, vous la laissez filer comme un nuage dans le ciel, et vous vous recentrez sur vous et vos sensations respiratoires. Bien présent à vous, ici et maintenant.
Bien centré sur vos sensations respiratoires. Voilà. Vous allez maintenant envisager de revenir ici et maintenant, d'ouvrir progressivement les yeux, de bouger vos mains, vos pieds, peut-être vous étirer, bâiller, vous frotter le visage pour faire part de votre expérience lors du débriefing. Comment vous vous sentez? Ça calme? Et là, en plus, bon, on n'est pas dans les conditions les plus favorables, hein. On est dans un amphi, il y a en plus de la proxémie, on est un peu serré. C'est pas ce qui fait le plus de bénéfices, mais ça permet justement d'expérimenter, hein, ces différents exercices respiratoires. Est-ce que vous avez pu vous concentrer sur la respiration ou est-ce qu'il y a des pensées qui ont émergé, des émotions, inéluctablement? Est-ce que vous avez pu revenir après, vous remettre sur vos sensations? C'est le principe. Et c'est presque, c'est ça le plus difficile finalement, hein, c'est de revenir après, de laisser filer ça, de ne pas se laisser entraîner et tirer par le mental. C'est simplement de revenir et de se recentrer sur ces signaux corporels. Ici, nous, la respiration. C'est ça le principe en fait, hein, de ça. Si on fait le petit jeu qu'on avait dit, est-ce qu'il y en a qui préfèrent cette technique plutôt que la première? Cohérence cardiaque, vous êtes plutôt non contrôlé? Qui est plutôt non contrôlé? Voilà. Et qui est plutôt non contrôlé, cohérence cardiaque. Voilà. C'est ça. C'est à peu près un peu plus de pleine conscience, peut-être, de non contrôlé en tout cas, un peu moins de contrôlé. Mais on voit qu'il y a un petit peu des différentes. Voilà, que chacun a sa préférence, hein. C'est ça que je voulais illustrer. C'est ça, effectivement. C'est-à-dire qu'après, une fois que la personne, on lui permet justement d'essayer, de tester, d'expérimenter ces techniques alors respiratoires, on peut le faire aussi sur tout ce qui est corporel, hein, parce qu'on peut faire de la relaxation, on contracte, on décontracte, du Schulz qu'on va croiser avec du Jacobson, etc., qui est dans du contrôlé, ou alors, au contraire, faire un body scan, où là, c'est du non contrôlé. Donc on peut, voilà, jouer, il y a plein de, on peut jouer sur les modalités sensorielles, on peut jouer, c'est incroyable toutes les possibilités qu'il y a.
Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a, avec un peu de pratique, il y a des moments où on préfère utiliser une technique, puis il y a d'autres moments où on préfère utiliser une autre. Il y a des moments, il y a tellement quelque chose une pression, un stress qui peut être fort, qu'on a besoin d'être focus sur quelque chose. Ça peut aider. Puis il y en a d'autres, ben, on peut se laisser flotter. Par exemple, devant un beau paysage, devant une œuvre, quelque chose comme ça, et on observe juste là pour observer l'œuvre telle qu'elle est, sans avoir de préconçus. C'est un truc que travaillent beaucoup les artistes d'ailleurs, hein. Nous, voilà, encore une fois, on adapte des choses qui existent depuis très longtemps et qui sont utilisées dans beaucoup d'autres disciplines. Mais effectivement, une fois qu'on a fait l'expérience avec ça, et c'est l'intérêt de faire cette petite expérience-là aujourd'hui, c'est de permettre à la personne d'avoir ces différentes approches pour chacun des outils pour pouvoir utiliser celle qui lui convient le mieux au moment où ça lui convient le mieux et construire ses propres routines. C'est-à-dire des choses que je vais construire progressivement et qui me permet après de pouvoir euh, faire face à la situation que je vais rencontrer. On parlait de joueurs de tennis, basket, hein, vous avez, en NBA, ils utilisent énormément cette technique-là. On les voit, il y a des photos de Kobe Bryant, par exemple, ou d'autres comme ça. ils sont dans les tribunes, alors dans un gymnase, enfin, ça hurle, hein, le basket, c'est très, très, très bruyant. Mais ils arrivent comme ça, et quand ils les sortent un tout petit peu avant la fin du match, où ça va se jouer comme ça. Et on les voit, ils sont complètement ailleurs. Et puis après, quand ils rentrent, voilà, hop, ils sont vraiment présents pour pouvoir marquer un peu faire le job qu'on leur demande. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils ne programment pas, ils ne conditionnent pas, c'est simplement, ils se remettent, ils se ressentent sur eux. Et les sensations pour pouvoir après faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est des choses que eux utilisent depuis vraiment pas mal de temps pour pouvoir justement être bien présent au moment où c'est le plus opportun. Donc voici, j'enchaîne parce que le temps y passe. Ça, c'est les petites consignes, hein, que l'on peut donner, que l'on peut fournir, hein. Alors, ce qui est intéressant après, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser son téléphone où vous avez plein d'applis gratuites, hein, qui travaillent là-dessus, enfin qui sont disponibles et pas seulement les plus connus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ça va être une sinusoïdale, d'autres ça va être une colonne qui monte, d'autres c'est un cercle avec ou sans musique. Et vous avez du contrôlé, non contrôlé. Il y a plein d'exercices, hein, avec des bruits que l'on peut mettre derrière. Le truc qui est très à la mode en ce moment, c'est le vent de Mars, sur la planète Mars. Ça, c'est le truc qui est un peu hype en ce moment. Ça change pas grand-chose, hein, quand on écoute ça. Si on ne sait pas que c'est de Mars, bon, ben, mais ça, c'est le truc. Ça fait un espèce de bruit. Peut-être ça nous amène à nous dire, voilà, voilà, à nous faire voyager un petit peu. Mais ce sont des choses que vous pouvez trouver sur vos applis. Et puis, quand on forme et qu'on accompagne, cet accompagnement psychologique, hein, qui permet justement la santé mentale, le bien-être au service de la performance, comme l'ont bien dit les collègues, c'est justement de faire ce travail régulier en se servant, de cet outil qui peut nous prendre pas mal la tête, notre téléphone, mais qui peut aussi parfois nous rendre pas mal de services. Et il faut le faire sous forme de jeu finalement. C'est-à-dire que je peux faire ça dans le métro, quand je suis tranquille comme ça, de me vider la tête. Il m'est arrivé de travailler avec des personnes qui préparent des concours aux grandes écoles. Donc ils ont des journées de folie, ils arrivent, ils sont surchargés, ils ne peuvent pas bosser. Et donc de faire ça c'est une enfin, c'est quelque chose c'est un frein à la pratique. On a l'impression que là, on va perdre 5 minutes. Et en fait, le retour très très fréquent qu'il peut y avoir, c'est que quand ils font ça comme ça, c'est comme si que ça nettoyait le cerveau. On effaçait le tableau et on est plus à même après de pouvoir étudier. Donc finalement, c'est pas du temps de perdu, ou même dans la prise de décision. Je crois que c'est Julie qui parlait ou je sais plus qui parlait de ça. La prise de décision, il y a plein de choses. On est un petit peu embrumé là-dedans. On se pose comme ça. Et ensuite, après, ben, c'est comme si ça s'éclairait. C'est comme s'il y a une hiérarchie qui s'opère et qui permet après de pouvoir s'engager dans l'action. C'est assez étonnant. Donc, moi, j'étais un peu réticent. Je me dis, bon, j'ai pas le temps de perdre 5 minutes à faire ces chinoiseries-là. Puis en fait, on s'aperçoit que, au contraire, ça nous vide la tête, ça nous rend beaucoup plus disponibles. Et finalement, c'est pas du temps de perdu, bien au contraire. C'est ça. Et on imprime après beaucoup mieux. C'est-à-dire que comme si on a permis au cerveau un peu de se déconnecter pour pouvoir. C'est comme ça que l'expliquent les neurophysiologistes qui travaillent sur ce genre de choses pour essayer de comprendre un peu ces mécanismes, hein, qui ont des effets que l'on peut évaluer dans différentes disciplines. J'avance. Oui, combien de temps là? T'es strict. Alors, juste, je vais très vite puisqu'il n'y a pas le temps. Le, ce qui- bon,
Ça, c'est intéressant, mais à partir. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce développement des compétences psychologiques dont on parle, hein, qui est l'objet de la préparation mentale ou plus généralement de la préparation psychologique, mais on n'a pas le temps de dire, c'est que c'est un entraînement régulier pour développer ces compétences et les lois de l'apprentissage. Et ce qui est valable pour le psychologie, pour le physique, par exemple, ils comprennent bien les entraîneurs qu'il faut avoir un entraînement physique pour développer ses compétences physiques, qu'il faut un entraînement technique pour faire le technique, et leur faire comprendre, moi je leur parle d'entraînement psychologique. Ça, ils comprennent, ça rentre dans leurs éléments de langage, mais ça veut dire qu'il faut le travailler, le développer régulièrement, un petit peu, sous forme ludique, avec son téléphone, ou même quand je suis voilà, dans un endroit que je trouve magnifique, et de se mettre vraiment en syntonie, en pleine conscience pour pouvoir vraiment rentrer là-dedans. Et donc ça veut dire que c'est cet entraînement régulier, ces pratiques régulières hein, qui vont permettre justement de développer ces compétences pour mieux se confronter dans des situations qui vont être un peu plus exigeantes. C'est ça, un peu le pratique. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que plus on pratique régulièrement, plus l'amélioration elle est assez phénoménale, hein. On a validé des protocoles avec Guillaume qui vous a parlé des régulations émotionnelles, mais sur pas mal d'autres choses, on peut vraiment l'observer, le valider vraiment empiriquement, comme l'ont fait aussi beaucoup d'autres collègues. Mais ça passe par un entraînement. Ce qui bloque un peu la préparation mentale et puis la préparation psychologique au service de la santé mentale, c'est de croire, par exemple, qu'on fait juste one shot et puis que ça y est, c'est terminé, ça va tout arranger. Ça marche pas. Ça marcherait pour quel apprentissage? Et pourquoi pour nous? Donc ça veut dire que c'est vraiment ce travail-là où il faut l'inscrire dans une planification régulière, à la fois accompagnée avec le praticien, mais aussi après individuel pour que la personne devienne autonome et puisse l'utiliser le jour J en situation, par exemple, la compétition sportive. Et là, il peut y avoir un effet s'il a fait ce travail-là auparavant et mis en pratique régulièrement en situation d'entraînement. C'est là où après ça rentre dans les routines. Et c'est là où on voit, par exemple, avant une pénalité, un lancer franc des personnes, mais ils ne se posent même plus la question. C'est-à-dire que c'est tellement répété, tellement pratiqué qu'après ils sont dedans. Voilà, ils sont dans leur zone, comme ils disent. C'est leurs expressions. Mais c'est un travail. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et donc, après, pour nous, en psychologie du sport, puisque là, on est là-dedans, c'est justement d'arriver à faire rentrer cette planification-là et cet entraînement dans la planification générale et l'entraînement général du sportif. C'est de nous laisser une place pour qu'on puisse faire ce travail-là à partir du moment où ils comprennent l'intérêt, pour qu'on puisse vraiment faire ce développement des compétences à la fois psychologiques qui pourraient perturber après les performances, hein. On parle de santé mentale, il y a un cas qui a défrayé parce que c'est vraiment devenu le terme à la mode, comme si c'était nouveau, c'est très vieux. Mais c'est surtout Simone Biles, la gymnaste américaine, qui a défrayé vraiment. Alors, ce n'est pas ces jeux-là, c'est les précédents, où ça se déconnectait. C'est-à-dire que bon, c'est des trucs qui se font très rapidement. Et une gymnaste m'expliquait que là, ça se déconnectait complètement. Et c'était ça. Mais ça s'anticipe. Et donc, elle a fait ce travail-là, puisque aux États-Unis, c'est pas l'exemple à suivre forcément, mais eux, c'est vraiment quelque chose sur la préparation mentale. Ils se posent moins de questions que nous. Ils ont pas. C'est vraiment un truc qui est beaucoup plus intégré, avec des avantages et des inconvénients, mais on n'est pas là pour ça. Et pour terminer, voilà, on refait après, à la fin de la formation, on refait passer ce petit truc-là pour voir si effectivement les conceptions, les mindsets au niveau du stress ont évolué, notamment à l'aide de techniques. Mais il y a un truc que je voudrais. Voilà. Alors ça, c'est les différentes techniques d'exemple hein, que l'on fait lors de la formation qui est délivrée par la FFPP hein, sur la gestion du stress. Et pour terminer, la conclusion, c'est surtout de ne pas croire que la technique, elle a une valeur intrinsèque. C'est que la technique n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle fait sens pour le pratiquant, que ça veut dire vraiment quelque chose pour lui. Et surtout qu'il a compris la problématique à laquelle il est confronté, le stress, et son mode de fonctionnement. Et de travailler là-dessus. Et les techniques sont complémentaires. À partir du moment où elles correspondent à ses besoins et ses caractéristiques, elles pourraient avoir un effet bénéfique. Mais il n'y a pas d'effet miraculeux non plus, hein. Mais dans ce dispositif-là, intégrer des techniques, là, on peut supposer que effectivement, ce type d'intervention pourrait avoir des effets bénéfiques, comme a pu le montrer la littérature et puis nos expériences sur le terrain. Je vous remercie pour votre attention. Merci Michel pour cet atelier très relaxant. Euh, Avant peut-être de conclure sur cette journée, peut-être quelques questions. Si personne n'a quelques questions, oui. Alors, au début, vous avez dit que
le stress, il était nécessaire pour la performance. Et là, vous parlez des athlètes de NBA qui enlèvent complètement le stress. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de plus être dans le match et ne plus être dans la zone, en fait? Oui, oui, oui. Alors, le but, c'est qu'il ne faut pas l'annuler, hein, le stress. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, il y a les frères Lou L2O là, qui ont mis Le stress, c'est la vie, c'est le titre de leur film. Les derniers travaux le montrent. C'est les espèces qui ont des processus de stress qui ne sont pas efficaces, elles disparaissent. Donc, c'est vraiment ça existe, c'est une fonction adaptative, hein, vraiment. Après, c'est que ça ne nous bouffe pas. C'est ça. Et là, je pense, hein, pour les personnes, alors moi, je n'ai pas vu, j'ai pas été là-bas, tout ça pour entraîner là, mais je pense que c'est vraiment, en tout cas, dans les retours qu'il y a, puis c'est même Michael Jordan, hein, qui commençait déjà à vouloir pratiquer ce genre de choses, même si ce n'était pas tout à fait les mêmes choses. Mais c'est juste après, bon, on se recentre et puis on fait baisser un peu la pression parce qu'ils sont dans l'hyper. À un moment, je pense que ça les tend et c'est juste de se recentrer un petit peu. Et je pense qu'ils travaillent beaucoup sur les sensations corporelles, se recentrer sur soi, sur ses sensations. Et puis après, avec certainement des trucs sur de l'imagerie, sur les lancers francs, sur certaines phases de jeu comme ça, pour pouvoir après mieux se remettre dans le match et faire baisser un peu la tension et se remettre dans sa zone. Je suppose il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais eux, ils le travaillent effectivement. Et puis, pas que, je vais vous donner un exemple parce qu'on a des photos comme ça, mais dans beaucoup, beaucoup de disciplines, hein, c'est vraiment intégré. Et ça fait partie de leur formation au, pas le lycée, parce que c'est là, en licence, quand ils rentrent à l'université, c'est vraiment des trucs qui sont complètement intégrés pour eux. Et développement des compétences psychologiques, ils vont voir un psychologue pour ça, pas parce qu'ils sont fous. C'est un peu les représentations aussi que peuvent avoir les psychologues encore, bon, même si ça évolue, hein, mais là, c'est pour aider quelqu'un qui m'aide à développer mes compétences, pour pouvoir m'accomplir, en fait. C'est ça. Non seulement atteindre mes objectifs, mais le bien-être au service de la performance, comme on disait, et permettre de me réaliser au meilleur de mes possibilités. Et c'est ça aussi l'intérêt du praticien psychologue dans ce milieu-là. Oui, ici. Euh, j'ai une petite question donc, dans l'expérience de la respiration. Donc, je ne sais pas si c'est la digestion ou la fatigue, mais je me suis un moment déconnecté. Et du coup, ça m'a fait rappeler un peu l'expérience des power naps, donc les siestes rapides. Et je me suis dit, ouf, si j'étais vraiment complètement déconnecté, ben, j'aurais été proche finalement de ce vécu, parce que quand je suis revenu, ben, en fait, j'ai pu couper. Et donc, j'ai pu finalement me renouveler, entre guillemets. Mhm. Mhm. Et je voulais savoir s'il y avait des études ou des choses comme ça par rapport à ce type de respiration et l'effet sur la fatigue ou la récupération. Mhm. Oui, oui. Alors, je vais citer Marc Ploty qui a fait de la littérature, une revue de littérature assez importante, hein, c'est un des pionniers là-dedans. Donc, oui, il y a une littérature assez conséquente, hein, là-dessus, et pas qu'en sport. Lui, il n'est pas en sport d'ailleurs. Mais on a fait aussi, donc avec des collègues, avec Guillaume, là, on a maintenant un ancien doctorant qui est recruté dans une université et qui a travaillé sur ce type d'exercice, notamment pour voir si ça favorisait la récupération chez le sportif. Et on a pu observer vraiment des choses qui sont très intéressantes et qui peuvent contribuer, alors à la fois avec des indicateurs psycho, questionnaires, entretiens, mais aussi physio sur, par exemple, la HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque qui nous montre qu'il y a des indicateurs et ça corrèle super, ça marche vraiment bien. On n'était pas les premiers à le faire, mais dans la problématique qui nous intéressait, on a pu observer ce genre de choses-là. Donc oui, et puis la sieste, là, les siestes courtes, c'est aussi quand on fait vraiment une pause, c'est de faire vraiment une pause. C'est par exemple de se poser, puis d'être là comme ça, plutôt que de prendre un café, de fumer une clope, les collègues qui vous tombent dessus et qui font un truc, et c'est encore pire. Donc c'est juste après de se réapproprier et comme dirait un certain président, de redevenir maître de son temps. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir justement à travers ce genre de petites techniques, c'est pas le but de faire de la mindfulness ou d'un truc comme ça. C'est juste après de se recentrer sur soi et d'en faire comme une sorte de petit jeu et de l'intégrer dans ses habitudes. Nous on dit des routines en reprenant l'expression un peu anglo-saxonne, mais c'est juste des petites choses comme ça qui nous permettent après de pouvoir avancer tout au long de notre journée, et parfois un peu longue, même le samedi. Merci pour l'intervention. J'avais peut-être une petite remarque et puis juste une ou deux petites questions rapidement. D'abord, je rebondis sur la notion de complémentarité. J'ai trouvé ça intéressant sur vos deux exercices entre cohérence cardiaque et mindfulness. Moi, je sais que j'aime bien en général proposer avec les sportifs ou en dehors d'ailleurs
d'abord la cohérence cardiaque, pas systématiquement, hein, mais quand c'est possible, j'aime bien cette complémentarité, effectivement, parce que comme on agit justement sur le parasympathique, comme vous l'avez évoqué, effectivement, derrière, sur la pleine conscience, on a peut-être moins de pensée, justement, du fait qu'on active principalement le parasympathique, et du coup, on détend le corps, et du coup, le mental derrière. Enfin, moi, je l'ai remarqué un peu comme ça avec les sportifs, mais c'est pas forcément vérité absolue à le faire systématiquement comme ça. Peut-être juste deux petites questions. Moi, je sais que sur la cohérence cardiaque, et c'est plus pour avoir votre avis, si on fonctionne par exemple sur du 5-7, plutôt du 5-5 ou 6-6, je sais que j'aime bien allonger le temps expiratoire. Alors personnellement, même parfois avec certains sportifs, me demandent d'allonger le temps expiratoire. Et qu'est-ce que vous en pensez sur 5-7? Et donc 5 secondes d'inspiration pour tout le monde et 7 secondes d'expiration. Et enfin, est-ce que vous intégrez éventuellement dans vos travaux, dans vos recherches ou enseignements, la théorie polyvagale du docteur Porges sur tout ce qui est parasympathique dorsal ou ventral ou pas du tout? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais voilà, le nombre de techniques respiratoires, c'est impressionnant, hein. Là, on a la carré, la rectangulaire, la triangle, triangle inversé. Ça s'inspire des pratiques ancestrales du yoga, hein, tout simplement, hein, qui est beaucoup basé sur la respiration, la posture et la concentration. Et là, Et après, il y a des blocages inspiratoires et expiratoires, mais là, il faut faire attention parce que c'est très puissant et on peut provoquer un malaise vagal assez rapidement. Euh, et c'est pas finalement la technique de respiration en elle-même, je me suis aperçu avec le temps. Il ne faut pas rester collé là-dessus. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est finalement de se centrer plus sur ses sensations corporelles et de se déconnecter du mental, qui est le plus important. C'est cette diffusion-là où je prends du recul, où je ne suis pas mon émotion, mais j'observe celle-ci. Et dans la régulation émotionnelle, c'est le principe très, très important. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Après, la technique, je me suis aperçu que chacun se l'approprie, se la fait à sa manière, et c'est surtout là où ça devient intéressant. Ils prennent un peu de ci, un peu de ça. Et quand on allonge le temps d'expiration, finalement, ça devient plus calmant. Plus l'expiration est longue, plus c'est calmant. Donc aussi, c'est une variation qui peut être très intéressante si elle convient bien à la personne. Merci.